sur cette dernière question qui résume d'ailleurs notre démarche, il y a une vraie question, hein, comment être entendu, mais déjà il faut commencer, il faut avoir quelque chose à dire. Et la gauche, on l'a dit, d'autres l'ont dit, de nombreux l'ont dit, avait quand même perdu ses boussoles et perdu ses repères, se confond. La table ronde qui va nous succéder sur une autre question importante remettra, je l'espère, quelques pendules à l'heure. Nous avons essayé d'entamer ce débat, bien entendu nous ne l'avons pas conclu. Je vais donner pour 2 phrases ou 3 la parole aux intervenants de la table ronde pour qu'ils répondent à leur choix sur l'ensemble des questions qui m'ont paru tout à fait toutes très intéressantes, auxquelles nous ne répondrons peut-être pas, sachant qu'effectivement, pour une réponse tout à fait précise, sur le travail, le salaire, les conditions de travail et le salaire, son niveau, c'est ça la première reconnaissance, et en général, quand un salarié est bien payé, il considère que son travail a du sens. Pas toujours, mais pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Alors, comme vous voulez. Allez, on repart, je repars d'un bout à l'autre à ce moment-là. Je commence par Laurent et on fait la... Bon, alors je vais essayer d'être rapide. Comment travailler sur la... C'était la première question, je crois. Ou la deuxième, comment travailler sur la valorisation culturelle, professionnelle des emplois des services à la personne, la solvabilisation de la demande. C'est effectivement... c'est pas si simple de dire que ça peut être porté par le secteur privé. J'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut assumer un investissement massif, un subventionnement massif de ce secteur. C'est mieux, de mon point de vue, je re-réponds à la question du revenu universel, c'est mieux que de laisser entendre qu'on accepte la dualité du monde du travail avec des gens qui vont être rémunérés par leur participation au monde du travail et d'autres qui vont être rémunérés par des revenus de substitution venus de l'État social. Voilà, je pense que c'est plutôt dans cette direction qu'il est possible d'avancer. C'est peut-être compliqué à outiller, ça c'est vrai. Et je pense que s'il y a une piste de travail qu'on peut peut-être proposer à ce collectif naissant, enfin, voilà, nous sommes ici, c'est celui de porter cette question parce que quelque chose me dit que nous aurons aussi à dialoguer à un moment ou à un autre avec Benoît Hamon et ses amis, puisque la future gauche dont on parle, elle sera quand même le rassemblement de ceux qui ont été quittés au Parti Socialiste et à ceux qui ont quitté les courants, qui ont quitté eux-mêmes le Parti Socialiste et qui ont rejoint d'autres choses avant de quitter d'autres choses pour rejoindre d'autres choses. Bon bref, donc nous sommes tous représentants un peu de tout ça ici. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura à faire une maïeutique et que cette question du travail, de la fin du travail, sera un objet du dialogue et de la reconstruction. Je propose qu'on prenne ça un peu au jeu. Alors, Jérôme Sulim m'a posé la question de la fiscalisation de la Sécu. Bon, en un mot, moi j'y suis favorable, parce que je suis sur l'approche de Christophe Rameau, c'est-à-dire l'approche globale de l'État social. Et je pense qu'il faut donner de la lisibilité à la question du rôle redistributif de l'État social. Donc il faut tout concentrer et être capable de dire finalement où sont les gagnants et où sont les perdants de la redistribution. Et donc moi je suis favorable parce que la sécurité sociale, qui est une prestation, les cotisations sociales sont obligatoires, la CSG est obligatoire, c'est un impôt en réalité, donc je suis favorable à ce qu'on l'assume. Sur la réduction du temps de travail, moi je ne suis pas contre le fait qu'on reporte ça à nouveau, 15 ans après, mais sérieusement. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire qu'il faut prendre à la légère. Ça veut dire qu'on est capable, si on le fait, de maîtriser la question de l'arbitrage entre emploi et salaire. Parce que la première réduction du temps de travail a été un arbitrage entre emploi et salaire. Et elle nous a coûté très cher dans les classes moyennes. Donc moi j'ai été favorable, mais ce n'est pas une question qu'on peut porter si on ne porte pas en même temps la question du pouvoir d'achat et de la redistribution. Et puis la question de l'organisation productive. Parce qu'il ne faut pas que la réduction du travail s'accompagne d'une flexibilisation accrue qui accroisse l'intensification du travail. Donc il y a plein de choses à maîtriser si on veut reprendre ce dossier. Ce n'est pas une affaire purement idéologique. Je termine par les questions d'Amélie. Tu as raison, le sens du travail, c'est aussi manipulé par la RH moderne pour faire croire à des gens qui font des tâches routinières qu'ils ont un projet de vie dans leur travail. Donc, je n'entre pas dans cette idéologie-là. En revanche, ce que je dis, c'est que c'est mieux d'avoir un boulot que d'être au chômage pour s'intégrer à une société. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit défendre, et notamment par rapport à cette affaire de dualité du marché du travail. Et je termine par ta dernière réflexion, qui est très importante. Y a-t-il un électeur pour nous entendre? En fait, y a-t-il un électeur pour nous écouter avant même de nous entendre? Et on en est là pour le moment. Voilà.
Alors, un jour, il y aura un électeur pour nous écouter. Je ne sais pas si c'est dans 2 ans, si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 15 ans. Ça dépendra des dynamiques négatives liées à l'expérience Macron et, je le dis aussi ici quand même, à l'essoufflement relatif de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. Et à un moment donné, il y aura des gens pour se demander ce qui se passe du côté de ce que moi j'appelle une gauche gouvernementale, dans ses composantes diverses. Et c'est à ce moment-là que cette gauche gouvernementale, dans ses composantes diverses, devra être capable d'avoir quelque chose à dire. Et je propose de considérer qu'une après-midi comme celle-là contribue à cet exercice qui nous permettra un jour, au moment où nous serons écoutés, d'avoir quelque chose à dire et donc d'être entendus. Je partage. Et donc Christophe Rameau est le suivant. Rapidement sur 3 points. Sur l'assurance sociale, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Les cotisations sociales en France, c'est la modeste somme de mémoire de 400 milliards. C'est lourd, hein. On ne peut pas... On va basculer comme ça, 400 milliards, boum. Il faut regarder... Bon, je pense que sincèrement, moi je suis pour l'État social, mais après, une fois qu'on a un cap, il faut savoir faire preuve d'un peu de souplesse. Je suis pour une économie mixte dans laquelle il y a aussi de la place pour les corps intermédiaires. C'est très important, les syndicats, les assurances sociales. Je suis pour distinguer, je pense que ça a du sens, de distinguer les prestations d'assurance sociale, c'est-à-dire les retraites, les allocations chômage, essentiellement, où il faut cotiser pour avoir droit à un certain montant. Après, bien entendu, il y a des filets de sécurité pénale, donc des prestations d'assurance sociale. Voilà, je pense que c'est très important, ça existe dans la plupart des pays du monde, soit dit en passant, y compris dans les pays nordiques, où tout est loin d'être fiscalisé. Des prestations ensuite universelles, donc la santé, la famille, très bien, ça tout le monde y a le droit, donc que ça soit fiscalisé, pourquoi pas, ça vient aujourd'hui largement, même si on oublie quand même qu'il y a encore des cotisations employeurs. Pour la santé, c'est quand même pas rien, puisque quand on fait après les bascules, le problème c'est qu'après, il y a une dans la détail, c'est qu'on dit toujours comme par hasard, dans ces réformes, en fait, qu'on baisse à nouveau le coût du travail pour les employeurs. Donc, bon, on renforce, on remet une pièce dans l'austérité salariale, c'est quand même pas top. Et puis après, il y a les prestations voilà, de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a sur un filet de protection, c'est le RSA, voilà, qui sont bien entendu aussi nécessaires et qui sont financés par l'impôt. Je pense que c'est important de garder cette distinction, sinon je crains les régressions, en fait, concrètement. Enfin, pas sur l'impact. Sur l'économie sociale et solidaire, il y a une petite mode. Moi l'économie sociale et solidaire, je suis à fond pour. Je trouve ça génial. Les biens communs, je suis à fond pour. Par contre, là où je me méfie beaucoup, c'est sur les petites modes, autour du bien commun, comme on a eu les petites modes sur l'ESS, qui en fait sont les petites modes qui jouent aussi contre l'État et contre l'intérêt général. Donc moi je suis pour distinguer les choses, clairement. Après, une fois qu'on a la boussole, les frontières ne sont pas tracées. Mais il y a l'intérêt général, qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, si le monde est républicain. Très bien. Il y a les intérêts privés qu'il faut laisser vivre, bien entendu. Et entre les deux, il y a quelque chose de très important qu'il faut aussi laisser vivre. Et la République française a mis du temps à le reconnaître. C'est les intérêts communs, les intérêts collectifs. On a mis du temps à légaliser les syndicats, à légaliser surtout les associations, les mutuelles en France, parce que, bon, très bien, ok. Mais, donc l'économie sociale, c'est privé. Une association, c'est privé. On est libre ou pas d'adhérer à une association, une mutuelle, une coopérative. Et c'est très bien. Ça montre que le privé peut prendre d'autres formes que le capitalisme. C'est génial. Mais par contre, je suis, vigilant, parce que je connais cette petite histoire, vous connaissez cette petite musique dans l'histoire. Quand, au nom de l'économie sociale et au nom du bien commun, en fait, c'est un moyen d'attaquer à nouveau l'État, les services publics et l'intérêt général pour rabattre tout ça. Voilà. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas simple. Les EHPAD. Parlons concrètement. Les EHPAD, il y a certains pays, ça rejoint un peu les débats sur le salaire, les coûts de la main-d'œuvre que vous évoquiez, madame. Il y a des pays où la main-d'œuvre dans les EHPAD, elle est beaucoup mieux payée. En Suède. Donc c'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité. D'accord ? Il n'y a pas de fatalité, c'est une question de choix politique sur les barèmes, y compris qu'on fixe le droit du travail, etc. Voilà, à quel salaire on évalue l'heure de travail des uns et des autres, d'un enseignant, d'une aide-soignante, etc. Donc tout ça, c'est une question de choix politique qui en fait repose y compris après sur les règles qui permettent d'organiser tout ça. Je pense que c'est ça la bonne question. Mais pour revenir aux EHPAD, il y a certains syndicalistes qui vous disent un peu sous le sceau, pas du secret, mais ils vous disent Christophe, t'es bien gentil avec ton ESS. Mais moi, comme syndicaliste, souvent, pas toujours, mais je préfère bosser dans un EHPAD géré par une boîte capitaliste
que dans un EHPAD géré par une association, où c'est super mal payé, où l'employeur est complètement autocrate, où par ailleurs ils s'en foutent plein les poches. C'est-à-dire que l'ESS c'est super, mais attention à ne pas être naïf. L'intérêt aussi de l'ESF, c'est de nous montrer que le projet autogestionnaire, c'était une impasse complète. L'autogestion, c'est pas possible. Dans n'importe quelle structure complexe, il y a besoin de pouvoir. Et c'est pas mal en soi de pouvoir. Ça suppose donc on en parle, la charge du tout, qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, y compris à l'échelle d'une entreprise. Mais on sait que ça peut conduire au pire. Voilà, y compris dans les structures de l'ESS. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très riche dans l'expérience de l'ESS sur comment... Voilà, tout ça n'est pas simple à gérer parce que le pouvoir est quelque part indépassable, mais on sait que ça peut conduire au pire. Je termine pour les petits jeunes de la salle qui sont sur le CDI. Un petit jeune. Sur le CDI. 89% des gens qui travaillent aujourd'hui en France sont salariés. D'accord? Ça, on n'était qu'à 50% à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a baissé continuellement durant toute l'année jusqu'au début des années 2000. Le travail indépendant se stabilise, il n'augmente pas. Par contre, effectivement, il y a des formes de travail indépendant qui se développent, l'ubérisation, etc. Et puis des formes traditionnelles qui continuent à décliner. Donc il y a bien des choses qui se jouent là, ici, sur l'ubérisation. Mais enfin, c'est que 11% des emplois, 89% des gens qui travaillent en France sont salariés. Et parmi ces 89% de salariés, 83% sont, 87% sont en CDI. D'accord? C'est-à-dire que l'idée que demain on sera tous indépendants et tous intermittents du spectacle, non, c'est du pipeau ça. D'accord? L'idée que la précarité, c'est une fatalité, c'est du pipeau, de ce point de vue-là. Donc voilà, donc quand on dit, oui, les 3/4 des contrats signés sont en CDD, etc., oui, c'est vrai, mais on s'en fout. Moi, dans les contrats signés, comme la plupart des gens à la tribune, signés en 2017 ou 2018, je compte pour 0 parce que j'étais embauché avant. D'accord? Donc ce qui est important, c'est sur le stock d'emploi. Combien sont en CDI et en CDD? 87% des salariés sont malgré tout en CDI, 13% c'est des CDD, intérim et compagnie. C'est trop, ça a augmenté depuis un temps, bon, voilà. Alors par contre, ça ne veut pas dire que la précarité n'est pas un vrai enjeu, je pense sincèrement, pour parler très vite, la précarité n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est le chômage. Dès lors que le chômage se réduit durablement, la précarité régresse. Quand le chômage se réduit dans un premier temps, la précarité augmente, c'est normal. L'emploi redémarre, les entreprises embauchent d'abord sous forme d'emploi précaire, ça peut se comprendre en partie. Elles n'ont pas de visibilité, etc. Elles cherchent à recruter des candidats, à sélectionner des candidats. D'accord? Mais regardez, 97-2001, 2 millions d'emplois créés en 4 ans. Autant en 4 ans que durant toutes les 30 glorieuses. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Durant toutes les 30 glorieuses, on n'a créé que 2 millions d'emplois. Là, on en a créé en 4 ans. Entre-temps, la population a un peu augmenté. Enfin, on n'a jamais eu des taux de création d'emplois aussi élevés. Dans un premier temps, 97, 98, 99, la précarité augmente, c'est normal, c'est la reprise, les andins, ok. Mars 2000, mars 2001, c'est au feu de l'application des 35 heures qui ont bien joué en faveur de l'emploi. 600 000 emplois créés en une seule année, tous en CDI et à temps plein en plus. Le taux de temps partiel baissé, parce que les entreprises avaient du mal à recruter. Voilà, d'accord? Du mal à recruter, ça bon. Aujourd'hui, les entreprises sont habituées à avoir 300 CD quand elles embauchent quelqu'un, d'accord? Bon, maintenant, quand l'emploi redémarre, ben, elles en ont plus que 10, il faut qu'elles réapprennent, y compris à former leur gens, etc. Ce qui ne veut pas dire, je termine là-dessus, mais je n'ai pas le temps d'évoquer, que ce que vous avez évoqué sur le fait qu'à force de mépriser les métiers manuels, on peut avoir réellement des problèmes, et puis de mal valoriser les travaux, on peut avoir des vrais problèmes de recrutement dans certains secteurs malgré le chômage de masse. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui existe. Il ne faut pas nier cela. Merci. Attendez, excusez-moi, j'ai terminé, je vais répondre à ces questions. Les jeunes, donc les jeunes, ils accèdent au CDI plus tard. Non mais les jeunes, ils accèdent au CDI plus tard. La phase d'insertion, je suis d'accord, il y a des problèmes. Je ne dis pas que les problèmes n'existent pas, parce que sinon j'allais nier l'existence des problèmes des jeunes. Non, la phase d'insertion dans un CDI, c'est allongé, c'est vrai. Bien, alors je vais surtout répondre à la question qui me semble très importante, c'est la question de la valorisation du travail, notamment des services à la personne. Ça a été dit à 2 reprises, et notamment lié à mon intervention sur la question du déversement. Alors je vais juste repréciser, j'ai parlé des tâches qui étaient valorisées, pas des personnes qui travaillent à ces tâches. Et c'est bien tout le problème. Je vous explique un peu le raisonnement. Au fur et à mesure que les emplois voient la productivité augmenter, en gros, on diminue la quantité d'emplois par tâche. C'est-à-dire que concrètement, il y a des tâches qui finissent par se faire de manière totalement automatique, sans aucun salarié. Ces tâches-là, je dis, elles sont dévalorisées dans le PIB, c'est-à-dire que finalement, elles ne coûtent plus rien. Et donc, elles n'ont plus de valeur, au sens économique du terme, même si elles sont une valeur sociale. Il faut aussi bien distinguer les choses. Et donc, leur valeur disparaît. A l'inverse, les tâches
qui nécessite encore beaucoup de main-d'œuvre, elle coûte de plus en plus cher. Elle coûte de plus en plus cher parce que justement la main-d'œuvre, globalement, elle augmente, la valeur de la main-d'œuvre, globalement, augmente au niveau de la croissance économique, c'est-à-dire la productivité du travail. Concrètement, aujourd'hui, un emploi est beaucoup plus cher, on va dire, qu'il était au XIXe siècle. Et c'est bien toute cette évolution qui fait qu'on est plus riches, tous collectivement. Alors, le souci, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas contradictoire à ce que vous dites, c'est même l'explication fondamentale. Concrètement, comme les emplois du type relationnel, typiquement le service à la personne, mais aussi beaucoup d'emplois publics, sont des emplois dans lesquels la hausse de la productivité est très faible, et bien c'est des emplois qui, au niveau des statistiques du PIB, vont voir leur part relative dans le PIB augmenter. Et donc concrètement, leur coût au niveau de la gestion publique va augmenter. Et en fait, ça entraîne une réaction politique qui est, à mon sens, totalement aberrante. C'est-à-dire que ça, c'est naturel, c'est l'effet justement du fait qu'on ne peut pas augmenter la productivité parce que ce qu'on paye, c'est un temps de service, notamment dans les EHPAD. Et donc le problème, c'est comme les dirigeants politiques sont le nez sur les statistiques et voient le coût de la santé augmenter, et structurellement le coût de la santé ne fait qu'augmenter, et le coût de l'éducation ne fait qu'augmenter, et tous ces coûts-là ne font qu'augmenter dans le PIB, en raison de la logique dont je parlais en fait. Eh bien ils disent qu'il faut réduire les coûts. Et que se passe-t-il à l'hôpital en particulier? Qu'est-ce qu'a fait François Hollande massivement? Et ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est qu'il réduit les tarifs hospitaliers. C'est-à-dire concrètement, il impose d'en haut une réduction du prix des tarifs hospitaliers. Sauf que concrètement, ça n'est pas faisable pour les hôpitaux. Les hôpitaux ne peuvent pas répondre à cette baisse des tarifs, enfin ils ne peuvent répondre à cette baisse des tarifs qu'en contraignant les salaires, en embauchant des intérimaires ou des gens sous-payés au lieu de personnes titulaires, en compressant et en dégradant les conditions de travail. Et donc ce qu'on constate dans les EHPAD en particulier, mais aussi dans tout le service à la personne, c'est finalement pour répondre à une hausse des coûts qui est structurelle, on va, de point de vue politique, dévaloriser le revenu du travail. Et en fait, c'est ça la logique perverse du système. Et je rejoins ce qui a été dit, ça c'est une décision politique. La structure économique fait que la hausse de la productivité va faire que certaines tâches sont moins coûteuses, dans l'industrie, dans tout ce qui est mécanisé, ça devient moins coûteux. Donc forcément, il va y avoir des coûts qui vont apparaître dans des systèmes non mécanisables. Ces coûts, les dirigeants politiques vont dire « Ah là, c'est terrible, c'est des coûts publics ». Donc il faut absolument les réduire, et donc on va dévaloriser, on va précariser, on va limiter les hausses salariales, et vous voyez d'ailleurs que les fonctionnaires, structurellement, ils ont une hausse salariale qui est bien plus faible que dans le privé, et donc pour ça, pour contenir des coûts qui sont structurellement qui augmentent forcément. Et voilà, donc si vous voulez, c'est bien tout le problème en fait. Et bien sûr, il faut répondre politiquement. Il faut dire que c'est normal que les dépenses publiques augmentent, vu que les dépenses publiques ont pris à leur charge justement tout ce qui n'est pas mécanisable, enfin une grande partie du travail non mécanisable. On n'est pas dans l'industrie, on n'a pas des machines, on ne peut pas remplacer nos propres des machines, on ne peut pas remplacer les personnes qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD par des robots. Donc à partir de là, il faut accepter de les payer correctement. Et tant qu'on ne les paiera pas correctement, eh bien on va se retrouver, ce qui a été dit aussi, à des difficultés de recrutement et on va recruter des gens, et d'ailleurs à l'hôpital c'est déjà le cas, on recrute parfois des infirmiers étrangers ou des médecins étrangers simplement parce qu'on n'en forme pas assez, parce que les métiers ne sont pas assez valorisés. Ça, pardon, mais c'est la catastrophe quoi. Je veux dire, c'est des emplois qui sont extrêmement importants, et à côté de ça, on va valoriser avec des salaires extrêmement élevés, des emplois de consultants, enfin je sais pas, c'est très, très bien les consultants, mais concrètement, voilà, ceux qui vont être le moins valorisés sont ceux qui sont le plus en première ligne pour réaliser les tâches. Et ceux qui sont dans les bureaux, qui sont dans les postes de management, eux, ils vont voir des emplois très valorisés, mais au niveau du salaire, mais pas forcément utiles au niveau social. Et donc là, il y a une grande question. Alors, qu'est-ce que c'est que le salaire? Et en réalité, aujourd'hui, le salaire, c'est un rapport de force, et c'est là que l'État doit intervenir pour améliorer le rapport de force sur le marché du travail en faveur des salariés et de ceux qui sont première ligne. Merci, mais même si j'ai été autorisée à dépasser un peu, il va falloir faire une conclusion, donc 1 minute pour chacun de nos deux derniers intervenants, s'il vous plaît. Deux idées très vite. D'abord, pour répondre à l'interprétation tout à l'heure de Christophe Rameau, et puis à destination des responsables politiques et parlementaires, un mot sur la construction du droit social singulièrement ces dernières années. Je sais que les accords de maintien de l'emploi de 2012 n'ont pas fonctionné. Je sais que le référendum dans les entreprises, on en a quasiment pas vu. Je sais que la supplétivité de l'accord de branche en 2004 de Fillon n'a pas bien marché. Mais je sais aussi, et ça interpelle énormément ça, que systématiquement, le fait que les dispositifs ne fonctionnent pas a servi de prétexte, non pas
à les abroger, mais à les amplifier, à supprimer tous les garde-fous. C'est absolument systématique, je pourrais prendre plein d'exemples, c'est très impressionnant. Les accords de maintien d'emploi sont devenus des accords de fonctionnement qui sont uniquement soumis à des désirs de l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Il n'y a même plus d'objectif en matière d'emploi et on peut remettre en cause frontalement les éléments essentiels du contrat de travail. Le référendum d'entreprise a été mis à la main de l'entreprise, il n'était qu'aux organisations syndicales minoritaires, maintenant évidemment elles n'ont pas utilisé. Maintenant c'est les entreprises, et on a aujourd'hui des responsables de la majorité actuelle qui nous expliquent que c'est l'avenir de la validation des accords, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de négociations collectives, il n'y aurait plus que des référendums dans les entreprises. Et de la même manière, la hiérarchie des normes, ça ne marchait pas du tout, ça ne fonctionnait pas, mais maintenant c'est systématique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun garde-fou, il suffit de négocier un accord d'entreprise et il peut faire échec à l'accord de branche, à la loi républicaine, générale et impersonnelle, par la simple signature de l'accord collectif. Donc j'attire l'attention là-dessus, c'est assez impressionnant comme les échecs des dispositifs mis en place. Je suis à peu près convaincu, je suis devenu convaincu qu'un certain nombre de dispositifs sont mis en place pour ne pas marcher. Et pour pouvoir servir de prétexte à une remise en cause beaucoup plus fondamentale qui est programmée dès le moment où ces dispositifs sont institués. Et je crois que c'est un élément intéressant. Dernière chose, très vite, on prendra le temps de discuter longuement de l'état du syndicalisme et des organisations syndicales. Je crois qu'il y a une crise qui est d'abord une crise de tous les corps intermédiaires. Partis politiques, bien évidemment. Je dirais même plus de tous les corps intermédiaires à vocation universelle. Les associations se portent bien. Le catégoriel se porte bien. C'est pas un gros mot, le catégoriel, quand on défend des causes les plus nobles, la défense des migrants, c'est catégoriel. Il y a un mouvement associatif qui se fonctionne bien. Mais les corps intermédiaires à vocation universelle, partis politiques, organisations syndicales sont en crise. Et on a une contradiction majeure, c'est ce pouvoir qu'on dit vertical, extrêmement vertical, alors même que la société se serait totalement horizontalisée, fonctionnement en réseau, et qui serait à concilier aujourd'hui avec un pouvoir vertical, avec une autorité incarnée par le président de la République, et qui ferait fi totalement des corps intermédiaires. Je suis convaincu que si échec il y a de la majorité actuelle et du président de la République, ce sera parce qu'il aura mis fondamentalement à l'écart les corps intermédiaires, et qu'il ne peut pas faire vivre la confrontation sociale sans corps intermédiaire, il ne peut pas non plus irriguer son action politique et la décliner sans les corps intermédiaires. Donc il y a une réflexion de fond. Il y a évidemment l'émiettement et la diversité syndicale qui est un vrai problème sur lequel on pourrait revenir. Je ne dis pas plus, mais c'est un sujet de démocratie sociale et de fondement même du pacte républicain. Allez, le dernier mot. Oui, je vais être très synthétique parce que j'ai pas de temps. Je vais intervenir simplement sur l'histoire de l'affaire de la CSG qui me semble important. La CSG se pose d'abord ce qu'il faut savoir, on a dit oui mais la CSG c'est une ouverture au capital, le capital il représente 10% de la CSG, 90% sur les salaires, 10% sur le capital, plus une bricole sur les jeux. Donc c'est un peu du pipeau quand même. Le danger de la CSG c'est qu'effectivement c'est un système qui peut déboucher très facilement sur un passage à l'impôt. Car quelle est l'importance de la cotisation en matière de sécurité sociale? C'est qu'au moins à sa fondation, c'est que ça échappait totalement au marché financier. C'est-à-dire qu'on passe directement du versement du salaire à son utilisation immédiate dans les prestations. Et ça, le patronat s'est jamais passé. Et actuellement, on n'en est malheureusement plus là, parce que la COS, actuellement, l'agence centrale qui centralise la trésorerie de la Sécu, passe aussi par les marchés financiers. Mais c'est très important de rester sur cette cotisation, parce que justement, on échappe aux circuits financiers qui, comme on l'a vu, font la loi, comme ça a été exposé par mes éminents collègues. Voilà la raison pour laquelle il faut maintenir à tout prix la notion de cotisation, quitte à la moduler, ça il faut approfondir, mais c'est très très important. Eh bien écoutez, merci à tous, participants et publics pour toutes les questions. Évidemment, nous n'avons fait que survoler un sujet, mais qui reste tout à fait central. Je partage parfaitement l'idée de Laurent Baumel pour la reconquête et l'existence même d'une gauche républicaine.